Je m'appelle Claire Morel. J'ai 42 ans. Le soir où j'ai trouvé, dans le tiroir de mon mari, une invitation à son propre mariage, sans mon nom dessus, juste celui d'une jeune femme que je ne connaissais pas, j'ai compris que ce que je prenais pour une crise de la quarantaine était en réalité la fin programmée de notre histoire. Sur la carte, il y avait une photo d'un hôtel de luxe au bord de la mer, quelque part en Italie. En lettres dorées, Lucas et Elisa célébrons l'amour. J'ai d'abord cru à une blague. Puis mes yeux sont tombés sur la liste des invités imprimés au dos. Les prénoms défilaient, familiers, ses parents, sa sœur, nos amis communs, même mon beau-frère avec sa copine que je n'avais jamais appréciée. Mon prénom, à moi, n'apparaissait nulle part. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'entendais à peine le bruit de la télévision dans le salon. J'ai reposé lentement la carte, comme si elle pouvait exploser. Lucas était sous la douche. J'avais environ 10 minutes avant qu'il ne sorte, qu'il s'habille, qu'il revienne dans la chambre, le visage tranquille. Mon regard est tombé sur son téléphone posé sur la table de nuit. Je n'avais jamais fouillé dedans. Pas par santé, simplement parce que je n'en ressentais pas le besoin. Ce soir-là, je l'ai pris. Les notifications montraient un groupe WhatsApp intitulé « Mariage Lucas et Elisa ». Sans réfléchir, j'ai ouvert. Des photos de robes, de menus, d'annotations sur les chambres d'hôtel. Et au milieu, un message de Lucas, « Ne vous inquiétez pas pour Claire. Au moment du mariage, tout sera réglé. » Je n'aime pas les vieilles choses. Les vieilles choses. Je ne sais pas ce qui m'a fait le plus mal, qu'il parle de moi comme d'un objet à remplacer ou qu'il s'autorise à l'écrire, noir sur blanc, devant toute sa famille. Quand il est sorti de la douche, serviette autour de la taille, je tenais toujours le téléphone. Il a blêmi. « Claire, je peux expliquer. » Je me suis entendue répondre, d'une voix étonnamment calme, « Ce ne sera pas nécessaire. Tu as déjà tout expliqué à tout le monde. » Nous étions mariés depuis 15 ans. Quand je l'avais rencontré, Lucas était prof d'histoire, passionné, idéaliste. Moi, je venais d'ouvrir mon cabinet de comptable. J'avais le goût des chiffres, lui celui des récits. On se complétait, du moins c'est ce que je croyais. Pendant des années, j'avais tenu les comptes de la maison, payé une bonne partie du crédit, soutenu ses projets de formation, ses reconversions avortées. Lui me répétait que l'argent ne faisait pas le bonheur. Je répondais que c'était plus facile d'être malheureux quand on pouvait payer son loyer. Avec le temps, sa frustration avait pris la forme de petites remarques. « C'est facile pour toi, tu signes 2 papiers et l'argent tombe. » Dans la famille, on raconte que je suis Monsieur Morel, le mari de la comptable. C'est drôle, hein? Ça ne l'était pas. Mais je faisais semblant de rire. Il y a 2 ans, il avait découvert les réseaux sociaux comme on découvre un nouveau continent. Il s'était mis au sport, avait perdu du poids, s'était laissé pousser un peu la barbe. Et surtout, il avait commencé à recevoir des messages d'anciennes élèves, de collègues, de nouvelles amies. Je ne m'étais pas méfiée. J'avais mes dossiers, mes bilans de fin d'année, les soucis de santé de ma mère, la maison de campagne à gérer. Je pensais que tout cela était superficiel, que notre lien à nous restait solide. Jusqu'à ce soir de novembre où, en arrivant à une conférence où il était censé donner une intervention, je l'avais vu sortir d'un bar voisin, main dans la main avec une jeune femme blonde. Il avait parlé d'erreur, de confusion, de crise. J'avais accepté de lui laisser une seconde chance en posant des conditions claires, sincérité, thérapie, mise à distance de cette jeune femme. Une année plus tard, je recevais, par hasard, une invitation à leur mariage. La crise avait donc un nom. Elisa. Et une date. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant lui. Je lui ai simplement dit « Tu fais donc ton mariage à l'étranger, avec notre famille, nos amis, l'argent qui sommeille sur nos comptes communs. Et tu prévois de me jeter dehors avant de partir pour que le décor soit propre à ton retour. » Il a essayé d'attraper ma main. « Claire, tu dramatises. Tu sais très bien que notre couple ne fonctionnait plus. Avec Elisa, c'est différent. » J'ai senti que je revivais. Je voulais éviter de te faire du mal, c'est pour ça que tu m'as caché ton mariage et que tu as écrit à ta sœur que tu n'aimais pas les vieilles choses.
Et je terminai pour lui. Il a fermé les yeux. C'était une mauvaise blague. J'ai posé le téléphone sur la table. Tu pars quand? Et je demandai. La semaine prochaine. On reste 10 jours. Je me suis contentée de hocher la tête. Dans les jours qui ont suivi, je me suis comportée comme une actrice dans sa propre vie. Je me levais, je préparais le café, je partais travailler, je revenais. Lucas parlait peu. Il passait des appels dans le jardin, envoyait des mails, préparait son départ. La nuit, quand il dormait, je sortais les classeurs. Les relevés bancaires, les contrats d'assurance, les actes de propriété de la maison, les documents de la maison de campagne laissés par mes parents, les parts dans ma société. Tout ce qui, en 15 ans, avait été signé à 2 ou à mon seul nom. Je n'avais pas envie de vengeance. J'avais envie de justice. Et d'une chose surtout, ne pas être la femme qui se fait mettre à la porte de sa propre maison alors qu'elle l'a payée en grande partie. Le samedi matin de leur départ, Lucas a chargé sa valise dans le coffre. Ses parents et sa sœur ont passé prendre le futur marié pour aller à l'aéroport ensemble. Sa mère, Monique, m'a lancé un regard mi-gêné, mi-accusateur. « Tu ne viens pas nous dire au revoir » a-t-elle demandé. C'est déjà fait, et je répondus. Depuis longtemps. Lucas est venu vers moi. On parlera en rentrant, d'accord? On fera ça proprement. En attendant, essaie de ne pas faire de scène. Je me suis demandé si, dans sa tête, j'étais toujours cette épouse docile qui attendrait son retour pour se faire expliquer comment se déroulerait sa propre éviction. Bon voyage, et je simplement dis. Quand la voiture s'est éloignée, le silence a envahi la rue. Je me suis retrouvée seule dans la maison. Seule avec les meubles, les factures, les souvenirs et ce temps enfin à moi. Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon carnet bleu, celui où, depuis quelques semaines, je notais tout. En haut, j'ai écrit « Plan de sortie clair, pas victime ». La première étape a été bancaire. Les comptes communs n'étaient pas aussi communs que Lucas le croyait. Depuis quelques années, je gardais mon épargne principale sur un compte séparé, à mon nom, pour financer mon cabinet et la maison de mes parents. Je suis allée à l'agence. Je souhaite geler le compte joint et je annonçai au conseiller. Vous avez des justificatifs? M'a-t-il demandé. J'ai posé sur son bureau la copie de l'invitation, le message imprimé, le mail de Lucas parlant de « tout réglé à son retour ». Nous sommes en procédure de séparation de fait et je expliquai. Je ne veux plus qu'il utilise cet argent pour financer un mariage dont je n'ai même pas été informée officiellement. Le conseiller a hoché la tête, un peu mal à l'aise, mais professionnel. Vous êtes cotitulaire. Vous avez le droit de demander des restrictions. Nous pouvons mettre le compte sous double signature pour tout retrait important le temps que la situation se clarifie. C'était déjà ça. Deuxième étape, la maison. Le pavillon dans lequel nous vivions avait été acheté quelques années après notre mariage. L'acte de propriété mentionnait nos deux noms, mais la majorité du financement venait d'un apport de la vente de l'appartement que j'avais acheté seul avant de le rencontrer. Mon notaire me l'avait déjà répété, en cas de séparation, je ne serais pas lésée si je me déplaçais à temps. Je l'ai appelé. Maître, et je dis, il est temps de mettre en place ce dont nous avions parlé. En quelques jours, nous avons réorganisé plusieurs choses, mise en vente officielle de la maison secondaire qui appartenait uniquement à mes parents et que Lucas considérait déjà comme acquise, transfert d'une partie de mes parts sociales dans mon cabinet sur un compte fiduciaire, rédaction d'un courrier d'avocat pour annoncer la séparation. Tout cela, Lucas le découvrirait plus tard. Je n'avais pas besoin de lui en parler au téléphone, entre deux cocktails au bord de la piscine. La troisième étape a été plus symbolique. Pendant 15 ans, la maison avait été à mon image, rangée, chaleureuse, un peu trop pleine d'objets offerts, hérités, jamais triés. Les cadeaux de belle-maman, les souvenirs de vacances choisis par Lucas, les colliers de pâte de ses neveux. Je passais mes soirées à épousseter des choses que, au fond, je n'avais jamais choisies. Cette semaine-là, j'ai trié. J'ai fait 3 piles, à moi, à lui, à personne. La pile, à moi, contenait les livres que j'aimais vraiment, quelques meubles que j'avais achetés avant le mariage,
mes dossiers, mes photos. La pile, à lui, contenait ses vêtements, ses accessoires de sport, ses collections de vinyles, les objets qu'il affectionnait. La pile, à personne, était la plus grande. Tous ces bibelots que personne ne voulait vraiment, ces cadeaux imposés, ces choses qui ne parlaient plus à personne. J'ai vendu certains meubles, donné ce qui pouvait être utile, jeté ce qui ne l'était plus. Chaque objet qui quittait la maison me donnait l'impression d'enlever un poids de mes épaules. Le salon se vidait, la chambre aussi. Les murs n'y offraient un spectacle inattendu, presque apaisant. Dans la chambre, il ne restait plus que le lit, une armoire et une petite valise dans un coin. La mienne. Les jours passaient. Je recevais parfois des photos, malgré moi, sur les réseaux, Lucas en costume clair, Elisa en robe légère, la famille souriante devant un paysage de cartes postales. Sous une vidéo où ils dansaient au bord de la piscine, quelqu'un avait commenté « Elle est magnifique, cette jeune femme ». Rien à voir avec son ex, il a bien fait de tourner la page. J'ai fermé l'application. Non par douleur, mais par lassitude. Je n'avais plus envie d'être l'ombre dans l'histoire de quelqu'un. Je voulais redevenir le personnage principal de la mienne. La veille de leur retour, j'ai fait un dernier tour de la maison. Dans le salon, il ne restait qu'un canapé un peu usé et une lampe. Dans la cuisine, les placards étaient presque vides, sauf quelques ustensiles que j'avais décidé de laisser. Je me suis assurée que tout ce qui m'appartenait réellement était dans la petite maison de mes parents à la campagne, où j'avais déjà commencé à m'installer. J'ai posé sur la table de la cuisine une enveloppe Kraft. À l'intérieur, une copie du courrier de mon avocat annonçant la séparation, une note avec la liste des meubles vendus, ceux que j'avais payés seul, un double des clés du portail. Sur la note, j'ai écrit seulement « Tu n'aimes pas les vieilles choses ». Moi non plus. Claire. Le lendemain, je me suis garée à quelques mètres de la maison, côté opposé à l'endroit où il se garait habituellement. Je savais à peu près leur heure d'arrivée. Monique avait posté, quelques heures plus tôt, une photo dans l'avion avec la légende « Retour à la maison avec les jeunes mariés ». Je les ai vus descendre de la voiture de location. Lucas ouvrait la marche, bronzé, souriant. Elisa, fatiguée mais radieuse, tenait un bouquet qu'elle n'avait pas encore laissé. Derrière eux, ses parents riaient, sa sœur parlait fort. Ils se sont arrêtés net en voyant le portail. Le jardin était vide de certains éléments décoratifs qu'ils attendaient. Mais c'est en entrant dans la maison que le choc s'est vraiment lu sur leur visage. De là où j'étais, je ne pouvais pas entendre précisément, mais je voyais les gestes. Lucas qui tourne sur lui-même dans le salon, découvrant les murs nus. Monique qui porte la main à sa bouche. Elisa qui regarde autour d'elle, perdue. J'ai imaginé leurs questions. Où sont les meubles? Où est la vaisselle? Où sont ses affaires à elle? Que est-ce qu'elle a fait? Je savais déjà ce qu'il trouverait sur la table. Je savais aussi que, d'un point de vue légal, je n'avais rien fait d'illégal. Juste récupérer ce qui m'appartenait, geler les comptes sur lesquels j'étais cotitulaire, annoncer clairement une séparation qu'ils pensaient imposer à leur manière. Dans la voiture, je les regardais à travers le pare-brise, sans haine. Je n'éprouvais pas de joie à les voir décontenancés. Je ressentais plutôt une forme de soulagement tranquille. Je n'étais plus la femme qui attend chez elle, en espérant qu'on lui laisse un rôle. Je n'étais plus le décor qu'on remplace. J'étais celle qui avait décidé de ne plus vivre dans un scénario écrit par les autres. Mon téléphone a vibré. Un message de Lucas, Claire. « Où es-tu? Que est-ce que tu as fait? On doit parler. » Je l'ai lu, puis j'ai posé mon téléphone face down sur le siège. Je savais que, tôt ou tard, il y aurait des conversations, des négociations, peut-être des reproches. Mais la base avait changé. Ce n'était plus lui qui décidait comment tout serait réglé à son retour. C'était moi qui fixais les règles de ce nouveau chapitre. J'ai démarré la voiture. En quittant la rue, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. La maison rétrécissait, avec ses murs nus, comme un décor de théâtre après la fin de la pièce. Devant moi, la route menait vers la petite maison de mes parents, vers mon cabinet, vers cette vie que j'allais reconstruire à ma manière. Je me suis surprise à sourire. Lucas avait écrit qu'il n'aimait pas les vieilles choses.
Moi non plus, finalement. J'avais laissé derrière moi tout ce qui était usé, les mensonges, les non-dits, les compromis où je disparaissais. Et je gardais ce qui ne vieillirait jamais, ma capacité à me relever, à organiser, à décider, à avancer. J'ai monté le volume de la radio, ouvert légèrement la fenêtre. Le vent frais sur mon visage avait la saveur exacte de ce mot que j'avais attendu si longtemps sans oser le prononcer, liberté.